Bonjour à tous, bienvenue au live AFT, le 4e, après le thème de la mixité, de l'inclusion des personnes en situation de handicap, le thème également de la marque employeur. Nous vous proposons aujourd'hui, avec l'AFT, de nous intéresser plus près à la RSE, donc au sein des entreprises, notamment dans le secteur du transport et de la logistique, la responsabilité sociétale des entreprises qui est devenue aujourd'hui, vous le savez, incontournable dans la gestion justement des sociétés. Elles doivent désormais prendre en considération leur impact sur la société et l'environnement dans lesquels elles opèrent, notamment dans le transport et la logistique, comme nous le verrons aujourd'hui au cours de ce live. Pour nous en parler, nos invités, Olivia Skaya, vous êtes directrice qualité, hygiène, sécurité, environnement et développement durable au sein donc du groupe Perreno. Bonjour. Bonjour. Dorothée Dehec, vous êtes directrice opérationnelle des Transports Bray. Bonjour. Et Tariel Chameroy, directeur RSE chez DB Schenker France. Bonjour. Bonjour. Avec nous aussi Valérie Dequin, donc vous êtes déléguée générale de l'AFT. Bonjour Valérie. Bonjour Hervé. Et Frédéric Barren, vous êtes directeur adjoint du département de l'ingénierie et de la pédagogie au sein de l'AFT. Alors Frédéric, on va commencer par vous. La RSE, en quelques mots, si on devait résumer, quels sont les principaux principes de la RSE aujourd'hui ? Une démarche RSE, donc une responsabilité sociétale des entreprises, c'est avant tout une démarche vertueuse et volontaire des entreprises pour essayer de réfléchir à son impact sur notre société moderne et notamment de prendre connaissance, en tout cas de mieux agir sur la durabilité des opérations à long terme. Mais il y a une préoccupation qui est essentielle, c'est aussi la pérennité économique, c'est-à-dire qu'une entreprise qui est très engagée mais qui se met en difficulté économiquement, qui n'aura pas peut-être une viabilité à long terme, aura peut-être pas forcément un impact aussi positif sur l'équilibre global. Donc, il faut aussi réfléchir aux enjeux sociétaux, l'attractivité des métiers, l'utilité sociale de la réalisation. Et il y a une préoccupation sur la productivité qui peut être plutôt sur la qualité que sur la quantité. Donc, il y a une réflexion de fond sur la culture d'entreprise, sur son fonctionnement et sur son utilité par rapport à la société. Alors Valérie, une RSE à première vue peut paraître, on va dire, contraignante. Ça peut être aussi une opportunité pour les entreprises, notamment dans le secteur du transport et logistique ? Alors oui, effectivement, souvent la mise en place ou la volonté de mettre en place une démarche RSE peut impressionner, peut même faire peur. Pour moi, pour l'avoir aussi vécu au sein de l'AFT, dont on vous parlera sans doute tout à l'heure, la plus grosse contrainte finalement, elle est interne, c'est-à-dire il faut convaincre la gouvernance. Parce que tant que la gouvernance n'est pas convaincue et qu'elle n'est pas favorable et qu'elle n'a pas envie d'y aller, effectivement, c'est un frein. Alors, oui, c'est une vraie opportunité, une opportunité pour améliorer le fonctionnement de l'entreprise, pour avoir un impact écologique vertueux, pour également avoir une plus grande performance entreprise. C'est également véritablement un moment important de réflexion, j'ai même envie de dire d'introspection pour l'entreprise, parce qu'on va travailler sur ses valeurs, sur son éthique, sur mieux se connaître, le sens, Frédéric l'a dit, et puis aussi un moyen de décloisonner, parce qu'on va travailler en transverse, entre équipes, entre directions, on va se parler. Et puis bien sûr, c'est un avantage concurrentiel. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les fournisseurs, les clients, les sous-traitants doivent remplir des cahiers des charges et répondre à des appels d'offres. Et souvent, maintenant, et même presque pratiquement toujours, il y a des conditions RSE à remplir pour pouvoir répondre à ces appels d'offres. Et enfin, il y a la réglementation, elle existe, elle va sûrement se durcir, elle va même très certainement se durcir, donc il faut être prêt. Donc j'ai envie de dire oui, c'est maintenant, il faut y aller et il ne faut pas avoir peur. Alors justement, on va voir durant cette heure tous ces thèmes-là, notamment le volet économique, on va dire, on y reviendra en fin de débat, mais également la partie sociale. Et puis on va commencer par le volet environnemental. Avec vous, Olivia Skaya, donc je vous rappelle du groupe Perreno. Le groupe Perreno, c'est aujourd'hui 10 000 collaborateurs, plus de 10 000 cartes grises, je crois. Et vous avez mis en place une feuille de route, une vraie feuille de route de décarbonation il y a, je crois, 4 ans. Nous le verrons avec un aspect social riche tout à l'heure, mais aussi un volet, on va dire, environnemental, avec on va dire, un objectif audacieux. D'avoir votre parc véhicule, donc essentiellement des poids lourds, à plus de 30% hors diesel à moyen terme. Cela implique beaucoup d'investissements de la part de l'entreprise ? Effectivement. Donc l'objectif est très ambitieux. Donc 30% de notre flotte hors diesel. Donc c'est de passer par des énergies alternatives. Et donc concrètement, aujourd'hui,
on a une volonté de augmenter notre flotte sur la partie notamment véhicules électriques ou toutes nouvelles énergies, gaz aussi. On était déjà très présents depuis plusieurs années. Donc comme aujourd'hui, première flotte en termes d'énergie alternative au niveau du territoire national. Donc clairement, aujourd'hui, investissement parce que les véhicules sont quand même à un coût plus élevé que ce qu'on peut retrouver sur du diesel. Et clairement, aujourd'hui, on a poussé, notamment sur 2023, mais surtout 2024-2025, avec des ambitions fortes sur l'électrique. Bien sûr, on est accompagné par l'ADEME via donc 2 appels à projets que nous avons remportés et donc qui vont aussi nous permettre de pouvoir répondre aux besoins de nos clients sur tout ce qui est neutralité carbone. Alors, on parle de prix qui vont jusqu'à 3 fois le prix d'un véhicule diesel pour le camion. Vous avez opté justement alors pour le mix énergétique, principalement du biocarburant, vous allez nous l'expliquer, donc B100, HVO. Et vous avez été, je crois, pionnier notamment dans l'utilisation du gaz à bord des camions, des utilitaires. Détenir aujourd'hui un parc de véhicules zéro émission, donc en véhicule industriel, a un réel impact sur la RSE? Effectivement. On arrive à le quantifier? Oui, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde, nous, groupe Jackie Pey Renault, en termes de bilan carbone, aujourd'hui, la partie scope 1, où on va retrouver tout l'impact carbone lié à nos carburants, à l'utilisation de nos véhicules, ça représente plus de 90%. 90%. Voilà, effectivement. Donc, bien sûr, nous, notre premier volet sur la partie environnementale, c'est d'agir sur la partie carburant, sur notre flotte de véhicules. Et concrètement, voilà, il est indispensable qu'on puisse agir sur de nouvelles énergies pour pouvoir réduire notre impact carbone. Voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vraiment un de nos piliers, soit par rapport à la feuille de route RSE. Donc, on est très actif avec des grosses ambitions en termes de réduction d'émissions carbone, donc notamment à moins 25% à 2025. Donc, concrètement, voilà, on a beaucoup d'enjeux, on est présent sur le terrain, mais le but, c'est de pouvoir atteindre les objectifs qu'on s'est donnés. Avec toute une palette, donc on l'a vu, de carburants alternatifs au diesel. Alors, dans la décarbonation, on oublie souvent les équipements. Il y a le tracteur, il y a aussi la remorque, et on oublie des équipements comme par exemple les groupes frigo. Vous envisagez justement de les faire fonctionner avec des nouvelles énergies? Alors, c'est déjà le cas. D'accord. Notamment, aujourd'hui, on a des groupes frigo qui fonctionnent à l'électrique, au gaz et aussi à l'azote liquide, qui permettent de ne plus avoir, en tout cas de réduire notre part de groupes frigorifiques au GNR, donc au gasoil. Donc concrètement, ça a un impact très significatif sur notre bilan carbone. Donc voilà, aujourd'hui, on est déjà présent sur le secteur. On essaye aussi, bien sûr, de pouvoir améliorer cette flotte de semi-remorques et notamment de porteurs frigorifiques. Donc concrètement, oui, ça a un réel impact sur notre bilan carbone. Sachant que les nouveaux objectifs donc de CO2 de Bruxelles, qui ont été votés il y a quelques temps maintenant, enfin quelques jours, donc impliquent également les semi-remorques. Les clients jouent aussi le jeu de la décarbonation? Alors oui, parce que ils sont aussi contraints, comme nous aussi, de mettre en place et d'agir vertueusement, en tout cas sur l'environnement. Donc aujourd'hui, on est quand même accompagné par des clients qui sont vraiment de réels partenaires pour nous. Après, c'est une situation qui peut être aussi complexe, parce que donc, comme je disais au tout début, partir sur des énergies alternatives a un certain coût. Donc aujourd'hui, voilà, ça fait partie des échanges que nous avons au quotidien avec nos clients pour pouvoir mettre en place ce type de solution auprès d'eux, sachant que la stratégie de mix énergétique permet de répondre aux besoins, parce qu'en fonction des trajets et bien sûr en fonction des différentes attentes de nos clients, clairement, on doit faire le choix sur les différentes énergies potentielles. Donc on a le B100, le HVO, l'électrique, le gaz, le biogaz. Donc c'est très large. Effectivement, voilà. Donc c'est vraiment une facilité pour nous, en tout cas, de proposer au mieux des solutions pour nos clients. Alors on le verra tout à l'heure, c'est un changement de culture pour le secteur du transport, c'est aussi un changement de culture pour les clients, pour les chargeurs, pour les... Oui. Et la relation entre vous aussi. Effectivement. Donc c'est aussi pour ça que quand on met en place ce type de solution, il y a un vrai échange tout au début de la relation pour pouvoir impliquer davantage nos clients, parce que donc c'est vrai que eux, leur ambition, c'est de pouvoir réduire l'impact carbone sur la partie transport, et donc c'est vrai qu'on doit quand même leur expliquer toute la partie technique et aussi tous les enjeux que cela comporte de mettre en place ce type de solution. Donc tous ensemble en fait. Effectivement, voilà, c'est un travail en conjoint. Voilà, c'est vraiment une unité avec nos clients et bien sûr aussi nos fournisseurs. Dorothée Dehec, alors les transports Bray, c'est aujourd'hui, donc vous êtes basé à Méricourt tout d'abord, dans le Pas-de-Calais, ce sont 130 moteurs et 240 remorques, les remorques sont importantes aussi, on en parlait tout à l'heure. Votre activité repose sur justement la semi-remorque bâchée, et vous couvrez un grand quart nord-ouest, dont la région parisienne et la Normandie. C'est avant tout une entreprise familiale depuis 1954, c'est important, on en parlera aussi. Et vous dites que tout ce qui touche à l'environnemental donc est un parti pris dans les gènes. Vos premières démarches RSE, si on
on peut en parler comme ça, remonte à quand finalement? En fait, nous, ça remonte aux années 80. Quand le carburant, le gasoil notamment, a augmenté, Dominique Bray, le père de David Bray, qui est aujourd'hui dirigeant de l'entreprise, faisait déjà de l'environnemental. Exactement. Ouais. Et il s'est dit, il faut absolument qu'on maîtrise cette source. Et il a lancé l'éco-conduite. Donc le démarrage est passé par l'éco-conduite. Dès les années 80. Dès les années 80. Et ensuite, petit à petit, évidemment, ça s'est renforcé avec aujourd'hui à la fois des indicateurs sur nos carburants, puisqu'on utilise nous aussi les biocarburants, l'électricité. L'électricité, on démarre, on est en test aujourd'hui. Enfin, on démarre seulement avec un premier client. Le gaz. On a également, au niveau des remorques qui sont profilées, qui sont importantes. Au niveau également des pneus, parce que les pneus sont aussi partie intégrante des émissions de carbone et de la consommation. Donc, il y a des pneus qui nous permettent d'économiser. Mais également sur tout ce qui est autour de l'entreprise. Par exemple, on a installé des panneaux solaires et aujourd'hui, les voitures de fonction sont des voitures électriques qu'on recharge avec les panneaux solaires. Donc tous les véhicules, en fait. Les véhicules partagés. Partagés, d'accord. Et ensuite, par exemple, la station de lavage également, on récupère l'eau de pluie, on lave nos camions avec de l'eau de pluie. Donc c'est vraiment une démarche globale. Exactement. Alors vous renouvelez assez régulièrement, je crois, votre parc véhicule, principalement donc des poids lourds. Je le rappelle, donc 130 moteurs, 50% des kilomètres que parcourent vos véhicules roulent en biocarburant, donc c'est déjà pas mal. Vous aimez dire que vous testez avant d'acheter. C'est un moyen également de mesurer l'impact RSE? Oui, c'est-à-dire que aujourd'hui, les véhicules changent de façon assez importante, notamment les véhicules électriques. Là, je vous disais, on va démarrer un partenariat avec Mercedes et Carrefour, également aidé par l'ADEME, parce qu'aujourd'hui, vu les niveaux d'investissement, c'est important. Et avant de choisir la marque, on a testé différents véhicules, effectivement. Pareil pour les pneus, pareil pour les remorques. En fait, avant d'acheter, comme à chaque fois, ce sont des investissements lourds, on teste et on voit si ça correspond à nos attentes. C'est des produits nouveaux, des véhicules nouveaux, donc on peut en parler par rapport à la conduite, par rapport au conducteur. C'est aussi pour une gestion d'organisation, on va dire, du transport différent aussi. Les nouveaux modes on va dire l'électricité et le gaz, c'est ça. Par exemple, oui. Pour les recharges. Alors, l'électricité nécessite effectivement de bien étudier les circuits qu'on va faire, mais pour ce qui est gaz et biocarburant, c'est moins contraignant. Ça se rapproche un peu plus, on va dire, du diesel, entre guillemets. Exactement. Alors, vous le disiez tout à l'heure, donc depuis plusieurs années, les bâtiments, les entrepôts fonctionnent naturellement grâce aux énergies renouvelables. Il n'y a pas uniquement que les véhicules. On peut revenir sur quelques exemples de l'entreprise, parce que je trouve que c'est très intéressant. Les panneaux solaires, très important. En fait, non seulement on a nos panneaux solaires, et l'électricité, ça couvre à peu près 50% de notre électricité. Et ce qu'on doit acheter en plus, on est avec un fournisseur qui nous fournit de l'électricité verte. Donc, on va au bout de la démarche. La récupération d'eau de pluie. Alors, on a aussi des éléments un peu plus anecdotiques, mais qui sont importants dans les gènes. On a un potager. On a également quelques poules et oies, donc des poules qui normalement étaient vouées à l'abattoir, mais les poules réformées qu'on a récupérées. Donc, on a des œufs frais régulièrement. Les oies qui sont une espèce en voie de disparition. Donc on essaye comme ça de diversifier nos actions. On a également fait une grande action de plantage d'arbres avec les chasseurs. Ça étonne toujours, mais les chasseurs veulent entretenir la biodiversité et donc on a eu un partenariat avec eux. Dès qu'on entend des initiatives, on regarde si on peut aider, participer pour cet environnement. Valérie, on parlait tout à l'heure, c'est un moyen aussi d'ouvrir un petit peu l'entreprise au monde extérieur. Vous le faites déjà, mais... Vous parliez des chasseurs, mais bon, sur d'autres thèmes, le potager, les poules... Alors, ce sont des idées qui ont émané de nos collaborateurs. Donc, pour nous, ça émane en fait d'un échange qui existe dans notre entreprise entre les collaborateurs et la direction. Régulièrement, on échange, on a des différentes instances. Par exemple, on en parlera plutôt dans le social. On en parlera tout à l'heure, oui, tout à fait. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'échanger. Et quand il y a des idées qui viennent, on se dit, OK, est-ce qu'on le fait? Qu'est-ce que ça implique? Il y a un vrai échange, on le verra tout à l'heure dans la partie sociale. Dernier point, on en parlait tout à l'heure avec Olivia, concernant vos partenaires, notamment tout ce qui est client. Oui. La relation s'est renforcée, elle est plus naturelle. Alors, il est clair que cette transition énergétique ne peut pas se faire tout seul. Il faut qu'il y ait un écosystème. Il faut qu'on ait des partenaires qui nous proposent des solutions en termes de fournisseurs, mais il faut aussi qu'on ait des partenaires clients qui, entre guillemets, jouent le jeu et ont les mêmes impératifs ou les mêmes attentes que nous. Être sur la même... Exactement. On a créé cette année l'Éco-Club. Donc l'Éco-Club, en fait, c'est le club de nos clients qui ont une démarche éco-responsable, notamment en termes de carburant.
Et donc on a fait la première édition il y a quelques semaines, on en refera une seconde en septembre. Ça crée effectivement du lien et il y a beaucoup d'échanges. Les bilans carbone, toutes les différentes actions, chaque fois ça donne lieu à des échanges qui sont autres de quel est ton prix ou c'est intéressant aussi d'avoir ce type de relation avec nos principaux clients. Tariel Chameroy, donc de DB Schenker France. DB Schenker France, c'est 6300 salariés, collaborateurs. C'est 125 agences. Alors, c'est autant de politiques environnementales à mettre en place. DB Schenker s'attaquait aussi à la pollution des véhicules très tôt, je crois. À quelle époque vous êtes intéressé justement à ces questions environnementales ? Je pense que si on retourne un peu dans le passé, 1998. D'accord. Avec la création du premier outil de calcul d'émissions de CO2 et de particules qui s'appelle EcoTransit, qui a été créé conjointement avec la Deutsche Bahn et la SNCF, et qui est aujourd'hui un des outils les plus utilisés pour pouvoir calculer les émissions de CO2. Et puis, ça nous a permis de fixer nos premiers objectifs de décarbonation en 2006, avec une atteinte de moins 20% entre 2006 et 2020. D'accord. On a réalisé 34% de réduction du reste sur cette période. Donc voilà, c'était on va dire pour moi le démarrage. On ne fait rien sans mesurer. Alors il fallait mettre en place les outils de mesure. Justement, on a besoin d'outils. On le verra tout à l'heure avec Ethic. Ça vous a permis réellement justement, ça vous a permis de mettre en place justement un plan de décarbonation, c'est l'entreprise. Oui, d'être outillé entre guillemets. D'être outillé. L'entreprise a pour objectif d'apporter sa contribution à la neutralité carbone pour 2040, avec un petit peu de compensation. On estime qu'on gardera à peu près 10%. 2040, c'est à peu près 10 ans avant le Green Deal, avant les objectifs européens, donc c'est majeur. On fait à peu près 17 millions de tonnes de CO2. Sur la partie française, un demi-million de tonnes. D'accord. Et donc, oui, un plan de décarbonation, il faut le mener sur l'ensemble de nos activités. Donc, l'aérien, le routier, le maritime. Mine de rien, l'aérien est le plus intensif. On est gros commissionnaire de transport, donc 50% des émissions de CO2, c'est de l'aérien. Et puis, on va dire 50%, c'est du routier. Le maritime est le plus faible. Donc oui, plan de décarbonation avec, pour essayer, donc un espèce de rétro-planning ou un budget carbone avec des jalons, comme ont été précisés là, des investissements. Le plan est en rapport, bien sûr, avec les objectifs CO2 de Bruxelles. Bien que c'est plus contraignant pour les constructeurs. On est une dizaine d'années avant. Hein. C'est ça. Une dizaine d'années avant, puisque Bruxelles, c'est 2050 et nous, on est basé sur 2040, avec, je reprécise encore, avec 10% de compensation. Parce qu'il y aura toujours un reliquat qui sera difficile à évacuer. Oui. Alors, DB Schenker, vous le disiez, plusieurs modes de transport routier, aérien, maritime. En préparant donc cette émission, vous me disiez que c'est plus facile en fait d'agir pour l'environnement, notamment pour les réductions de CO2, par le routier plus que par le maritime et l'aérien. Vous pouvez expliquer pourquoi ? Oui, l'aérien, on parle là, on voit bien, on parle de technologie. Hein. Tous les leviers qui ont été mis en place par objectif CO2, si je prends cet outil, qui sont l'éco-conduite, qui sont l'optimisation des tournées et la partie véhicule. Globalement, on a fait ces gains sur les dernières années. Donc, le grand nouveau levier, c'est la motorisation, c'est l'énergie. Et quand on parle énergie et donc motorisation, l'aspect transport aérien a beaucoup plus de difficultés, ou du moins les technologies ne sont pas au rendez-vous. Le maritime, c'est celui qui émeut le moins rapporté à la tonne kilomètre. Et il y a aussi les nouvelles technos, mais elles arrivent, c'est les gros investissements. Donc là où on peut travailler, c'est réellement la partie routière. Je pense que ça a été bien illustré par mes deux... Pourquoi ? Parce que l'offre est là. L'offre est là. D'abord, la quantité de CO2 routier est importante. Et deuxièmement, les propositions de valeur qui sont faites par les constructeurs commencent à être au rendez-vous. Donc il y a eu effectivement la partie gazière qui est arrivée un peu plus tôt. On transforme le gaz naturel en biométhane et donc voilà, on fait des gains. Les énergies HVO, XTL sont là avec peu de changements finalement sur les motorisations, mais ça nous fait faire des gains quand même entre 70 et 90% d'émissions de CO2, ce qui est conséquent. Et puis on a évidemment l'avènement de l'électrique qui est là avec des constructeurs qui ont des propositions. Et puis peut-être demain on aura l'hydrogène qui nous apportera ce dernier volet. Donc la techno est là. Donc on est dans l'action et on est dans la transformation de l'entreprise pour
pour investir. Et on est dans une vraie révolution énergétique, contrairement à tout ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. C'est vraiment révolution. Vous parlez de... pour moi, on est aujourd'hui dans une révolution du mode du transport. Schenker a été créé en 1872 avec du foin, de l'avoine et du charbon. On va rejoindre la transformation que nous avons aujourd'hui est probablement plus importante que celle qu'on a vécue dans les années 1890, quand l'entreprise s'est transformée. C'est probablement aujourd'hui plus important. Ça s'est accéléré. C'est dans un timing beaucoup plus court, parce que rappelons-le, la question environnementale, elle est liée au dérèglement climatique. Et donc, il y a urgence. Je crois que le sujet principal, et si on parle RSE, il y avait effectivement les 3 volets, comme vous l'avez indiqué, mais le parent pauvre de tout ça, jusqu'à présent, c'était la partie environnementale. Donc, elle s'invite sur la scène, mais parce qu'il y a urgence. Alors, pour vous, justement, la question environnementale touche non seulement le parc roulant, on en parlait, mais aussi le stockage et la distribution de l'énergie même. Expliquez-nous comment, alors, justement, vous arrivez à en interne l'énergie pour faire fonctionner alors vos bâtiments, mais aussi vos véhicules. Ouais. Enfin, à moyen terme, c'est ça. Oui, c'est bien ça. Ce qui pourrait faire rêver beaucoup de transporteurs. Donc on a lancé un programme qui s'appelle TED, Transition énergétique et décarbonation. Le sujet de la décarbonation est lié à l'énergie. On est propriétaire de bâtiments et de parkings. On a un texte de loi qui nous accompagne là-dedans. Petit à petit, on a une obligation de mettre des panneaux photovoltaïques sur nos toitures et sur nos parkings. Et donc, on a commencé en 2023, on a fait les premiers essais. 2024, ça y est, on commence à déployer. Donc, on a plus de 6 sites en France avec des installations de production énergétique. L'idée, c'est de pouvoir stocker cette énergie, puisqu'on la produit le jour, les véhicules ne sont pas là, et puis on va devoir la stocker pendant un petit moment pour pouvoir charger les véhicules. Donc voilà, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire investir lourdement dans les infrastructures électriques pour être producteur, autoconsommateur, et donc utiliser l'énergie. Énergéticien un peu, quelque part. Ce sont de nouveaux métiers quand même. Loin, alors, ça a été dit à plusieurs reprises, tout ça c'est un écosystème. Donc il y a bien des chargeurs, des transporteurs, des commissionnaires, des énergéticiens, les pouvoirs publics. Oui, on fera une petite part d'énergie. Maintenant, on a à peu près 800 000 mètres carrés de toiture et de parking potentiel en France pour Schenker. Ça correspondra à une grosse part de notre besoin énergétique, mais pas à l'ensemble. Pas à l'ensemble. Donc non, il y a du besoin. Il y aura besoin d'énergéticiens. Alors l'aspect humain, vous le savez, donc est important également dans le secteur. On va passer au volet social. Olivia Skaya, donc du groupe Perreno, vous avez mis en place on en parlait tout à l'heure, une feuille de route prévention et sécurité. Expliquez-nous en quoi consiste justement cette feuille de route. Ah oui, donc cette feuille de route, elle est surtout axée sur 2 volets, en tout cas 2 enjeux qui font partie de la feuille de route RSE du groupe Jackie Perreno, qui est dans un premier temps donc la partie santé-sécurité au travail, et le deuxième volet qui va être vraiment la formation et le développement des compétences de nos collaborateurs. Donc sur la partie, je dirais déjà prévention, où là ça va plus toucher la partie formation, voilà, on est quand même très actif sur 2 points. Donc le premier point, c'est que nous avons mis en place l'année dernière un centre de formation qui s'appelle le Road Campus et qui permet de pouvoir former des futurs collaborateurs. Voilà, exactement, de former à un titre professionnel, donc notamment sur du poids lourd, de futurs collaborateurs pour ensuite les intégrer dans le groupe. Il y a une promesse d'embauche ? Alors oui, l'objectif pour nous, c'est de les former. Donc on a commencé avec un petit groupe de 6 personnes. Donc, qui ont eu leur diplôme en début d'année 2024. Et donc, l'objectif, c'était de les recruter. Voilà. En même temps, c'était aussi de leur montrer le terrain, de dire aujourd'hui, c'est vrai qu'on a aussi, bien sûr, les formations dans les organismes externes, mais c'est vrai que c'est aussi, là, de leur dire, vous êtes vraiment sur le terrain, vous avez une visibilité sur votre futur métier, concrètement, et en même temps, c'est aussi de les habituer à nos véhicules, parce que donc ça aussi, c'est quand même un impact pour un conducteur d'apprendre à conduire un nouveau véhicule. Et donc c'est vraiment de dire, vous êtes déjà intégré dans l'entreprise via cette formation, et donc en fait l'intégration sera d'autant plus facile. Et donc le but, nous, c'est de pouvoir utiliser nos sites. Donc parce qu'aujourd'hui, notre centre de formation, il est sur nos sites. Utiliser nos sites pour pouvoir avoir plusieurs centres de formation dans le groupe. C'est les accompagner en fait. Exactement, voilà, c'est ça. Et après, on a aussi ce qu'on appelle, alors, elle a à peu près le même nom, on l'appelle aussi Road Campus.
c'est donc on l'a donné donc à une semi-remorque qui fait tout le tour de la France, qui va vraiment parcourir tous les sites. Une semi-remorque est composée d'un simulateur de conduite, donc qui permet vraiment de sensibiliser les conducteurs à tout ce qui va être distracteur, voilà, tout ce qui va être notamment quand on va conduire sur de la neige par exemple. On a aussi tout ce qui est passage à niveau, voilà, tout ce qui va être action de sensibilisation auprès de nos conducteurs, et en même temps, voilà, on essaye de pouvoir d'avoir un peu plus d'ateliers dans cette semi-remorque, et l'objectif c'est qu'elle puisse passer vraiment dans toutes nos régions et donc d'être au plus proche des conducteurs, donc voilà, pour pouvoir vraiment tous les sensibiliser à la sécurité. Pour contrer un peu aussi la pénurie, je suppose, de main-d'œuvre aussi. Effectivement, c'est aussi c'est de dire que derrière nous, on souhaite les former, les intégrer, donc plus facilement attirer aussi de nouveaux collaborateurs. C'est vrai que le secteur du transport est toujours un peu compliqué en termes de recrutement, et c'est aussi de les attirer, parce que c'est vrai que c'est toujours intéressant. On a eu de très bons retours par rapport à cet outil, et donc c'est vrai que là, c'est de leur montrer qu'est-ce qu'on peut faire en termes de sensibilisation, et qui aussi d'une manière est assez attractif, et donc qui permet vraiment une meilleure adhésion en tout cas du collaborateur. Alors justement, côté proximité, vous avez mis en place des journées qualité de vie et conditions de travail. Ça ressemble à quoi ces journées concrètement? Précisément, ce sont des journées donc prévention, santé, sécurité au travail et qualité de vie et conditions de travail. Donc on a vraiment fait un peu beau programme. Mix. Voilà, exactement, un petit mix. Donc avec les équipes notamment de la prévention et les équipes QHSE, on travaille avec les agences, et le but c'est de faire une journée donc dans chacune de nos régions. Donc on a à peu près 16 régions, donc de faire une journée par an sur les différents sites que nous avons pour pouvoir sensibiliser. Donc il y a toujours cette semi-remorque au campus avec tous les ateliers qui sont présents dans cette semi-remorque. Et en plus, on va aussi sensibiliser, là, pas que les conducteurs, c'est aussi sensibiliser nos agents de quai, la partie logistique. Tous les salariés. Effectivement, il y a la partie logistique où on a notamment un casque réalité virtuelle pour les sensibiliser à tout ce qui est risque en logistique. Donc ça, c'est un équipement que nous avons mis en place l'année dernière et qu'on essaie de déployer de plus en plus. Donc voilà, de ne pas oublier aussi la partie logistique. Et en même temps, c'est aussi sensibiliser tous les collaborateurs. Donc ça passe notamment par les bureaux aussi, et les bureaux, effectivement. Donc là, on va vraiment toucher tous les collaborateurs avec des ateliers, tout ce qui va être addictologie ou tout ce qui est alcool, drogue. Alcool, drogue, exactement, addiction. Donc on fait beaucoup, c'est des ateliers assez ludiques toujours. Le but c'est de pouvoir prendre conscience des effets de l'alcool et de la drogue, et en même temps via des petits parcours, via des lunettes. Donc on essaie à chaque fois de trouver de nouveaux ateliers qui permettraient de sensibiliser sur les différents points sur la partie bien-être au travail et santé sécurité au travail. Et ces journées sont organisées avec des partenaires? Alors oui, on a nos équipes internes, mais aussi on fait beaucoup appel aux organismes externes comme la CARSAT, notamment aussi la préfecture, les pompiers, qui nous aident et qui mettent aussi en place des ateliers, pour pouvoir sensibiliser les collaborateurs. On a aussi des partenaires, nos partenaires, ceux qui s'occupent de tout ce qui est formation, manipulation des extincteurs. On les fait aussi intervenir. C'est vraiment de leur dire aujourd'hui, c'est pas que la conduite, ce n'est pas que la logistique. On est aussi sur tout ce qui est vraiment sécurité au travail. Donc, on va aussi intégrer tout ce qui est incendie, les démarches aussi on va sensibiliser au protocole de sécurité, par exemple. Ces ateliers qu'on met en place avec la CARSAT, et tout aussi ludique, et qui permet de pouvoir un peu toucher aux différents risques potentiels qu'on peut avoir dans l'entreprise. Alors on le verra, ça a un coût comme financier tout à l'heure, mais ça veut dire que vous avez mis en place également des nouveaux métiers, des nouveaux postes au sein de l'entreprise, du groupe? Alors au niveau des postes, effectivement, au niveau des équipes, que ce soit prévention et les équipes QHSE, on a quand même fait évoluer ces équipes-là pour pouvoir répondre aux besoins, parce que c'est vrai que le groupe croît d'année en année, et c'est vrai qu'avec 10 000 collaborateurs, il faut pouvoir répondre à la demande. Donc en tant que service support, on doit être présent, les accompagner sur le terrain, et donc on a fortement augmenté les équipes, et aussi là récemment, on a recruté aussi un responsable développement durable qui va pouvoir nous aider sur tout ce qui va être animation, développement d'ateliers, avoir un peu plus d'échanges aussi avec les collaborateurs sur le terrain, que ce soit des sédentaires, les conducteurs, les exploitants, mais aussi tout ce qui va être personnel logistique, pour pouvoir récupérer toutes ces informations, tous leurs besoins aussi pour le bien au travail, et aussi eux-mêmes collaborateurs qui vont vraiment nous apporter d'autres solutions intéressantes à mettre en place pour l'entreprise. Donc c'est assez riche et complet.
Effectivement. Voilà. Dorothée Dehac également, donc l'aspect social est important au transport bref. Vous organisez des actions, des séminaires, on va en parler tout à l'heure. Un comité consultatif même des conducteurs a été créé. L'idée de pouvoir échanger naturellement, beaucoup plus naturellement qu'avant, avec les salariés. Oui, l'objectif, on l'entend souvent, c'est de donner du sens à son travail. Pour donner du sens, il faut expliquer où on veut aller. Donc ça a été, comme vous l'avez dit, le sujet d'un séminaire l'année dernière qui expliquait la stratégie à 20 ans des transports Bray pour que tout le monde comprenne où on veut aller. Et ensuite, il y a eu toute une série d'échanges pour voir quelles actions attendaient de notre part les conducteurs ou les salariés. Ça, c'est au sein du comité, hein, c'est ça? Ça, c'était au sein d'un séminaire. Et ensuite, tous les trimestres, on a un comité, on a une réunion en fait avec les conducteurs, des représentants des conducteurs. Et là, on évoque leur vie quotidienne, les améliorations, les choses qu'ils comprennent pas. C'est vraiment un endroit privilégié, en dehors de la machine à café, où on peut échanger de façon un peu plus construite et un peu plus poussée. Et ce genre de comité existait un petit peu quand même dans les entreprises, dans les groupes, mais là, c'est alors il y a le CSE, mais il y a en plus le CCC. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur les exploitants, les conducteurs et la direction. D'accord. C'est un autre endroit où pouvoir échanger parce que les conducteurs sont beaucoup sur la route. Donc ceux qui passent régulièrement au bureau, nos bureaux sont assez ramassés, on les voit, les portes sont ouvertes, ils peuvent avoir accès aux différents services. Mais ceux qui sont sur la route, parfois ils ont d'autres questions, ils ont besoin d'autres éléments et donc c'est un moment privilégié qu'on leur consacre. Alors l'évolution de l'entreprise, vous le disiez, est importante aussi. Vous avez organisé l'an dernier ce séminaire. Vous pouvez revenir dessus. Il y reviendra souvent ce séminaire? Alors pas sur cette forme-là parce que la stratégie, on va pas la déployer. Mais là, on va faire une journée courant juin où on va expliquer quelles sont les avancées justement suite à cette stratégie, ce qu'on a évoqué. Qu'est-ce qu'on a mis en place cette année? Quels sont les résultats tangibles et qu'est-ce qu'on va faire demain? Donc on ne va pas refaire une grande journée comme on l'avait fait l'année dernière, mais on a des actions qui sont plus ciblées et plus régulières dans l'année. C'est très important pour nous d'avoir cette proximité. C'est quoi, proximité et transparence, si on peut employer le mot? Oui, c'est exactement ça. Et puis la possibilité aussi aux gens de nous interroger. S'exprimer. Exactement. Parfois, certains peuvent se dire, oui, j'ose pas trop demander, ou je sais pas comment demander, je sais pas à qui demander. Donc il est très important d'expliquer la mission de chacun, et de dire, vous avez des questions, posez-les nous, on est là pour vous répondre. Alors, on en parlait tout à l'heure avec les parcs véhicules, les renouvellements, donc nouveaux véhicules, nouvelle énergie, donc nouvelle conduite. C'est aussi une nouvelle formation? Alors, on est également centre de formation. Nous, cette année, on a 14 conducteurs, sur 2 ans, qui sont en formation. Mais de toute façon, même quand quelqu'un intègre l'entreprise et est déjà conducteur, on le forme à minima 1 semaine. Ça peut être 2 semaines si jamais on voit que la personne n'est pas autonome ou n'est pas à l'aise. Dans le cadre de l'éco-conduite, je suppose aussi. Pas que. L'éco-conduite, les bons gestes, le port des EPI, bien entendu. La palette est extrêmement vaste et surtout adaptée à chacun, en fait. Il y a ça. L'autre chose, c'est que régulièrement, tous les trimestres, on regarde leurs performances sur les différents sujets. Et le formateur est chargé de les rappeler pour faire, entre guillemets, une piqûre de rappel si nécessaire. Et on a des tuteurs pour les nouveaux arrivants, on a des formateurs terrain. La formation, c'est vraiment un pilier très important parce qu'on sait que pour éviter les accidents, il faut former. Il vaut mieux prévoir que de subir. Anticiper. Exactement. Et justement, on parlait tout à l'heure de changement de culture. C'est aussi un changement de culture, je suppose, pour les salariés, pour les conducteurs. La formation a toujours été importante chez Transport. Je parlais, oui, généralement, tout ce qui est mis en place, les démarches RSE. Oui, et c'est pour ça qu'il faut expliquer. C'est pour ça qu'il faut laisser s'exprimer pour que les démarches soient en adéquation avec les attentes de notre salarié, en dehors de la performance économique, évidemment. Alors, vous en parliez, vous accordez une importance également à la sécurité. Vous avez mis en place un plan de formation au premier secours. C'est ça. Ça consiste en quoi, précisément? Eh bien, l'idée, on aimerait que tous les salariés volontaires, évidemment, soient formés à la SST. Et donc, on a régulièrement des formations en ce sens. On a également tous les renouvellements des formations obligatoires. Tout ça est suivi au cordeau et le but, c'est vraiment que l'ensemble des personnes connaissent l'essentiel des règles à suivre pour ne pas se blesser. On est aussi partenaire avec des films sur transportez-vous bien, des petites vidéos didactiques sur comment bien débâcher, comment bien descendre de son camion sans risquer de se tordre la cheville, etc., etc. Parce que les accidents du travail, c'est quand même essentiellement
des foulures de cheville en descendant du camion parce que je téléphone en même temps, j'ai pas les bonnes chaussures, etc. Donc il y a beaucoup de vigilance aussi là-dessus. Alors vous disiez tout à l'heure, donc en préambule, on n'est pas seul, on peut pas être seul justement dans c'est avant tout un écosystème. Vous l'expliquiez. Vous avez créé donc, vous le disiez, un club des clients. Vous les faites participer comment concrètement du coup? Alors la dernière opération qu'on a faite, ils sont venus pendant une demi-journée. On leur a expliqué notre stratégie éco-responsable. Et on a été en toute transparence, c'est-à-dire qu'on a dit à chacun, voilà ce que vous avez utilisé comme biocarburant cette année. Pour qu'ils sachent un peu comment ils peuvent faire mieux sur chacun de nos clients. Parce que certains demandent 100% de biocarburant, d'autres seulement quelques pourcentages, etc. Et un de nos clients a été tellement content de cet échange qu'il est venu faire son comité de direction le mois suivant chez nous. Donc là, il y a un changement aussi. Oui, plus d'ouverture, plus de proximité. Évidemment, son comité de direction, c'était avec les agents de terrain, de la logistique, du transport. Donc ça leur a permis aussi de mieux nous connaître. On a échangé nos enjeux. Et puis, encore une fois, la proximité, l'échange, même un petit peu en dehors des négos ou du quotidien, c'est toujours positif. Donc, on essaye d'avoir cette grande famille du transport. Cette proximité. Exactement. Tariel Chameroy, alors, vous parliez tout à l'heure de révolution, le mot est fort quand même, pour ce qui concerne notamment les démarches RSE. Vous voulez dire que les entreprises, justement, changent, mais aussi les femmes et les hommes qui les composent? Oui, on en parlait, il y a le côté humain aussi. Oui, absolument. La partie humaine a besoin aussi de s'adapter sur tous ces sujets. On est dans un monde VUCA, volatile, etc. Et donc, évidemment, ça remet en cause. On est aussi devant des nouvelles générations. On est aussi dans la pyramide des âges dans un moment charnière. Les baby boomers qui sortent ou qui sont sortis avec des nouvelles générations. Donc, oui. Population vieillissante. Absolument. Donc, et avec beaucoup de changements technologiques. Beaucoup de choses en même temps. En fait. Beaucoup de choses en même temps. Donc, évidemment, la partie formation, éducation, sensibilisation, acculturation de tous ces sujets est prépondérante pour une entreprise. Donc l'enjeu, c'est pour nous d'être au-delà des obligations réglementaires sur la partie formation, en termes de budget. Donc on suit ça de manière significative et d'être capable d'embarquer ceux qui sont dans l'entreprise, donc conserver les talents, et puis d'être attractif sur le marché pour attirer les talents. Donc là, à ce titre-là, un peu en compétition peut-être des fois, mais il y a effectivement rareté parce que ça c'est un des rôles importants de l'AFT, c'est d'arriver effectivement à rendre ce métier attractif. Donc on touche à un autre volet et pour le faire, on a notre travail à faire nous-mêmes et la RSE est probablement une bonne manière de pouvoir une bonne approche. Voilà. Effectivement, donc ce qu'on fait pour attirer. Alors, il y a eu un live, j'en parlais donc en introduction tout à l'heure sur la mixité. Je parlais de femmes et d'hommes, c'était pas un hasard dans ma question tout à l'heure. La femme a de plus en plus d'importance au sein de ce secteur en transport et logistique. Vous le remarquez, vous avez des actions en ce sens aussi? Je suis content déjà d'avoir une table ronde avec de concerts. Mixité, donc merci pour ça. Mais effectivement, oui. Aujourd'hui, un tiers de nos agences sont dirigées par des femmes. Un tiers? Oui. D'accord. En France? En France. C'est un changement majeur. Je veux dire, ça n'existait pas il y a encore quelques temps. Et ça change la manière de manager. La femme n'a pas la même attitude quand elle est sur un poste de direction au regard des personnes qui sont là. Donc, elle va moins, si je prends un stéréotype, elle va moins être enclin à monter sur le chariot pour solutionner le problème. Vous pouvez vous défendre. Voilà. Donc effectivement, c'est un vrai changement là aussi, et donc tout ça transforme finalement notre entreprise, mais d'une manière voulue, c'est-à-dire que on pense que la partie mixité sur la direction et sur des postes aussi de management change fondamentalement l'entreprise. Alors après, on a toujours beaucoup de difficultés à attirer des femmes sur des postes de manutentionnaires et de conductrices. Donc il y a encore du travail à faire sur ces dimensions-là. C'est toujours très connoté masculin et l'entreprise reste toujours très masculine. On est quand même dans le transport. Mais on voit bien que le virage a été amorcé. Pour vous, donc la RSE n'est pas seulement environnementale, mais aussi sociale. Vous en parliez avant d'être sociétale. Vous estimez que c'est un travail
assez long donc pour mettre en place toutes ces démarches. Alors on disait que c'était contraignant, c'est des opportunités également. Alors c'est peut-être pas le mot contraignant, est peut-être fort, mais je pense pas que ça soit le complexe peut-être, non. C'est du travail au long cours, c'est un travail de longue haleine. C'est une volonté, ça a été dit, c'est une décision de la direction qui ensuite ruisselle dans l'organisation, mais qui doit remonter dans notre sens. Hein. Vous le disiez, des initiatives de nos collaborateurs ont été reprises et dupliquées. Et inversement, la direction a mis en place une structure pour accompagner tout ça. J'ai la chance donc de répondre au président directement. Je pense que l'ancrage de celui qui dirige cette partie développement durable doit être relativement haut dans l'entreprise. Le greenwashing ou la green serait de le placer sur des fonctions plus marketing et communication peut-être. Hein, voilà. Et effectivement, on est sur un temps long puisque c'est l'ensemble de ces actions qui va... Parce que tout le monde fait de la RSE. La question, c'est la conscience qu'on y apporte. Avec les moyens, les outils, on en parlait avec Kitty tout à l'heure. Vous avez mis en place, je crois, également des semaines à thème. Oui, des semaines à thème. On essaie de se caler à l'agenda des grands thèmes qui sont les nôtres. Hein. La semaine du handicap, les 2 semaines de la QVCT, la semaine de l'environnement. Donc on essaie de caler ça avec les équipes pour toujours être à peu près en concordance. Ça permet de s'y retrouver parce qu'il y a tellement de thèmes sur une année. Donc en calant ça, ça nous permet de pouvoir animer avec des outils extérieurs aussi. Des partenaires. Des partenaires aussi, effectivement, de pouvoir animer tout ça et de faire en sorte d'être attractif, mais de sensibiliser l'ensemble de ses collaborateurs à des sujets, comme vous l'avez évoqué lors de votre dernière émission, sur les difficultés ou du moins l'attractivité sur des personnes qui sont en situation de handicap. Et on en parlait tout à l'heure, 125 agences, c'est autant pas de plans, mais on va dire ça peut être différent selon les régions aussi. Et les transports, je suppose. On est une organisation relativement pyramidale. Hein. On a un siège qui dirige l'ensemble de cette organisation, donc pas de structure régionale. Et donc les équipes centrales sont en contact direct avec les équipes des agences. Et donc on essaye de faire la même chose partout, parce que on peut pas s'écarter. Hein. Notre valeur, elle est ce qu'on peut représenter sur le marché vis-à-vis de nos clients, mais aussi de nos sous-traitants, partenaires. On est un commissionnaire de transport, donc on fait aussi beaucoup d'achat-vente. Hein, donc clients et sous-traitants, c'est les 2 grands piliers sur lesquels on s'appuie. Et on ne doit pas, quelque part, déroger d'une agence à une autre. Donc on essaie d'harmoniser ça au maximum. Évidemment, il y a des régions différentes, il y a des réglementations un peu différentes, des fois quand on parle de ZFE. Donc on doit bien adapter, mais on essaie de tenir la même ligne de conduite sur l'ensemble du territoire. Oui. Juste une question, DB Schenker, donc maintenant un grand groupe international. Là, juste pour savoir à peu près en quelques mots, l'approche environnementale est différente selon les pays ou j'obéis à une organisation mondiale sur la question du développement durable et environnemental. Donc les objectifs sont les mêmes. Hein. Cet objectif de décarbonation, elle est valable. Qui est lié aux objectifs CO2 de Bruxelles. Exactement. Donc on a les grands objectifs sont déterminés en centrale. La France pèse dedans puisqu'on est un des contributeurs majeurs. Après, les moyens pour les mettre en place, c'est fait dans les pays. Donc c'est là qu'on peut voir effectivement des pays qui vont un peu plus vite que d'autres. Si on prend la question environnementale, on voit que les pays nordiques ont un cran d'avance. Hein. La France avance bien aussi, mais peut-être plus poussée par des réglementations, tandis que les Nordiques avancent sur des ambitions plus intrinsèques au pays. Voilà. Alors, la RSE offrirait donc aux entreprises, selon une étude qui se sont lancées dans la démarche, un gain de performance de l'ordre de 13% en moyenne. Alors, j'ai une question donc pour vous 3. Depuis la mise en place justement d'un plan RSE, vous avez constaté un certain impact sur les performances économiques de l'entreprise, Olivia ? Oui, effectivement. Ce volet-là est important également pour une entreprise. C'est ça, parce que sachant que quand on parle de RSE, on a parlé un peu autour de la table, on parle d'environnement, on parle de social, on parle de sociétal, et concrètement, quand on parle par exemple sur la partie sociale, on parle d'accident du travail. L'accident du travail, ça a un coût aussi pour l'entreprise. Donc au-delà de veiller à la santé de nos collaborateurs afin qu'ils puissent partir du travail dans l'état dans lequel ils sont arrivés le matin, clairement aujourd'hui, c'est de dire aussi l'accident du travail coûte pour l'entreprise. Donc à partir du moment où on a une démarche RSE qui intègre vraiment la sécurité, qui est quand même le social, c'est
pour moi, est le premier pilier, en tout cas, d'une démarche RSE. Clairement, là, il y a un gain économique, en tout cas, une performance financière pour l'entreprise. Sur la partie environnement, on a aussi cette même contrainte. Aujourd'hui, c'est de dire que, par rapport à la partie achat de véhicules, par exemple, donc certes, un achat de véhicules diesel donc, est moins coûteux que de l'électrique, par exemple, mais quand on regarde un peu en termes de source d'énergie, on peut facilement voir que si derrière, on arrive à amortir en tout cas le coût du véhicule. Pour le TCO, en fait. Exactement, c'est ça. Donc ça, aujourd'hui, que ce soit environnement et social et sociétal, on voit qu'il y a quand même de forts gains, en tout cas sur cette partie-là. Mais j'ai l'impression qu'il manque des outils pour quantifier. Parce qu'entre un camion diesel, auquel est habitué le secteur du transport, à passer à l'électrique, il y a non seulement le véhicule, également tout ce qui est recharge. Effectivement, donc oui, et derrière, il faut pas oublier donc la partie électrique, il y a aussi les bornes de recharge. Donc c'est quand même aussi toujours un investissement, les bornes de recharge. Aujourd'hui, donc nous équipons nos sites de bornes de recharge pour pouvoir recharger nos véhicules, nos futurs véhicules électriques. Et donc ça a quand même un coût. Mais derrière aussi, le fait de les avoir aussi dans nos sites permet d'avoir une meilleure maîtrise de ces coûts. Donc, et aussi, quand on parle aussi environnement, on oublie... Maîtrise est très important. Voilà, maîtrise, gestion des ressources. Donc, quand on parle de ressources, on parle de achat. Et quand on parle de gestion de ressources, c'est par exemple, typiquement, après on parle un peu de greenwashing, mais réduction du papier, partir sur de la digitalisation, concrètement, permet de gérer nos ressources, nos achats. Et donc, concrètement, on a aussi des solutions, des actions et des objectifs dans notre feuille de route RSE qui comprennent la partie gestion de nos ressources, de nos achats de matières premières. Dorothée, même constat? Alors oui, je dirais même qu'au départ, la RSE peut être perçue comme une surcharge, mais en réalité, elle va permettre de gagner. Au final, on parle de l'éco-conduite, ça nous fait gagner. On parle d'énergie renouvelable, ça nous fait gagner. On parle d'accidents de travail, ça nous fait gagner. Il y a énormément de sujets sur lesquels on est gagnant à moyen terme, une fois que l'investissement est passé. C'est l'investissement de départ, finalement. Qui peut sembler important. Et l'autre chose également, c'est que ça valorise notre métier. C'est-à-dire que si vous utilisez des biocarburants qui coûtent plus cher que le gasoil traditionnel, vous devez aller chercher des clients qui sont sensibles à cette problématique. Vous échangez davantage avec eux, ça amène de la transparence de coûts, etc. Et je trouve que au global, c'est beaucoup plus. On crée cet écosystème dont on parlait, et c'est beaucoup plus valorisant. Ça a un impact également de plus en plus sur les négociations avec les clients, je crois. Ça. Clairement. Aujourd'hui, un client qui se moque de la RSE, qui se moque de l'éco-responsabilité, qui veut du prix à n'importe quel prix, il est plus dans notre spectre de clients. Mais je pense qu'il est aussi un peu décalé avec les problématiques du moment. Donc, je trouve que c'est très vertueux et qu'au final, on a aussi plus de sens, on a plus de facilité à recruter. Donc, il y a plein de facettes qui vont être positives une fois que cette RSE est mise en place et qu'elle est effective. Et si c'est du greenwashing, ça marche pas, soyons clairs. C'est plus en communication, on va dire. Plus de la communication. Dariel, pour DB Schenker. Oui, moi, je pense qu'on est dans ce moment disruptif, ce moment de révolution. Je pense que les choix qui sont faits par les entreprises aujourd'hui, en termes de RSE, vont faire en sorte que celles qui vont résister seront là, celles qui n'auront pas fait le bon choix ne seront plus là. Donc je pense qu'on est dans un moment charnière, extrêmement charnière, qui fait que soit on prend ces directions environnementales et sociales qui font qu'il y a une durabilité économique. Si ces deux piliers ne sont pas au rendez-vous, il n'y aura pas la durabilité économique et il y aura probablement disparition de l'entreprise. Ça fait partie de la gestion de la vie de l'entreprise aujourd'hui. Ça fait partie complètement de l'entreprise. La grande différence, ça a toujours fait du reste, puisque la problématique de l'achat des carburants dans le transport, c'est le cœur du sujet depuis toujours. La question, c'est la conscience qu'on y apporte. Et plus on a de conscience sur le sujet, plus on va faire la différence et plus on a la possibilité d'être durable au sens durabilité temporelle. On aurait beaucoup de choses à dire. Valérie Dequin, donc l'AFT, sa mission, on la connaît, est de mettre en avant l'attractivité et le développement de la formation dans les métiers du transport et la logistique. L'AFT propose quoi pour la branche, justement ? Alors, l'AFT, effectivement, depuis plusieurs années, s'est emparé de ces sujets RSE, évidemment, comme les entreprises qui sont en face de moi. Et dans sa mission accompagnement des entreprises, elle a développé des outils qu'elle met à disposition gratuitement de ces entreprises,
Alors, on en a déjà parlé pour certains dans les lives précédents, mais par exemple, sur la prévention des risques, nous avons des outils, en particulier sur le risque routier. Sur la partie addiction, on a un outil qui s'appelle Cap Addiction et qui, effectivement, évoque ces problématiques de distracteurs. Donc, des outils existent. Des outils existent. Ambassadeur de l'emploi qui permet de travailler sa marque employeur autour des 3 piliers. On a un sujet également autour de la mixité avec un outil qui s'appelle Itinéraire Égalité. D'accord. Et puis voilà, on a aussi travaillé sur la transmission des savoirs, sur l'exploitation avec un outil qui s'appelle Tisser. Donc voilà. Et puis les personnes en situation de handicap avec un outil qui s'appelle HandiPro. Donc vous voyez, donc on est bien au cœur de ces sujets-là. Et les entreprises de la branche professionnelle peuvent bien sûr s'emparer de ces outils qui leur permettent, je pense, finalement, d'avoir des solutions clés en main qu'elles peuvent ensuite adapter, dont elles peuvent se nourrir et s'enrichir. Et puis, bien sûr, on a Ethic, qui est le nouvel outil et que Frédéric va nous présenter. Alors, l'AFT, c'est aussi une entreprise. Ce que j'allais dire, qu'est-ce qu'elle propose en tant qu'entreprise? Voilà, oui, en tant qu'entreprise, donc c'est quand même une centaine de collaborateurs, l'AFT. Donc, nous aussi, on s'est lancé. On peut pas créer Ethic et pas faire nous-mêmes une démarche RSE. Et donc, on a pris cette décision depuis à peu près 2 ans. Et on a des actions spécifiques pour les salariés de l'entreprise. Alors, le premier outil qu'on a mis en place, c'est qu'on a réalisé une fresque du climat. 70% des salariés volontairement ont accepté de suivre cette formation que Frédéric a animée. La fresque du climat, c'est comprendre les raisons du réchauffement climatique et surtout leurs conséquences et comment peut-on vraiment les sensibiliser et faire mieux, etc. On a travaillé également, on a réalisé notre bilan carbone. Ah oui. L'AFT a fait son bilan carbone et voilà, on a détecté des axes d'amélioration et on met en place un plan d'action. Notre stock, je dirais, notre parc de véhicules d'entreprise est totalement hybride. On n'a plus de diesel. Plus du tout. Non, plus du tout. Hybride ou électrique quand on peut. On a formé également les salariés à l'éco-conduite. Voilà. Et puis on est en train de mettre en place une charte RSE et une politique d'achat responsable. Donc vraiment, on s'est emparé de ces sujets-là. Et c'est vrai que c'est du travail pour les collaborateurs, mais ça permet effectivement de nous ancrer dans notre temps. Et puis, Dorothée a des poules et des oies, mais nous avons des abeilles sur le toit de l'AFT. Et pour l'anecdote, notre miel a été couronné médaille d'argent du meilleur miel d'Île-de-France. D'accord. Bon, comme ça clôt le débat sur la partie, on va dire, plus alimentaire. Alors justement, Frédéric, parlez-nous de cet outil Ethic en quelques minutes. On a le temps là de voir un petit peu à quoi ressemble Ethic, d'expliquer un petit peu également les principaux principes en fait de cet outil. On parlait d'outils tout à l'heure. Ethic, pardon. Donc, Ethic, en fait, c'est avant tout une méthodologie. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on a réfléchi, c'est essayer d'accompagner les entreprises qui sont soit déjà engagées avec un certain nombre d'outils qui permettent de structurer un petit peu la démarche RSE, soit qui cherchent à l'être et qui ont besoin peut-être de s'outiller avec quelque chose qui pourrait guider un petit peu la réflexion. Et en fait, donc Ethic, déjà, ça signifie environnement, transparence, impact et qualité. Et si vous voulez, en fait, on a vu l'approche d'une démarche RSE comme une sorte de parcours. C'est avant tout une amélioration continue, comme ça a été dit, avec tout ce que vous avez pu citer, autant sur la partie environnementale que sociale, et donc les conséquences économiques que vous avez décrites. En fait, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que on va voir la démarche RSE, le fait de se lancer dans une démarche RSE comme 4 grandes phases. La première, elle est essentielle, c'est la sensibilisation. C'est-à-dire qu'il y a le fait que la gouvernance, les référents RSE de la structure, voire peut-être les collaborateurs qui vont pouvoir accompagner le référent RSE, qui vont déjà prendre conscience de qu'est-ce que c'est que la RSE et à quel moment, finalement, ce qu'on faisait déjà, on le fait en conscience et on se l'approprie pour en faire quelque chose de plus vertueux. Parce que c'est une chose que d'aller chercher les coûts sur justement l'énergie qui permet de faire fonctionner le transport, mais c'est vraiment autre chose que de se dire j'investis dans la durée sur un certain mix énergétique, donc il y a des choix qui sont faits dans l'investissement de départ. Et du coup, ça donne une vision à l'entreprise qu'elle va pouvoir joindre à sa stratégie. Elle va pas voir la RSE comme quelque chose d'annexe, comme un projet parmi tant d'autres, mais vraiment quelque chose qui va se mettre sur la feuille de route, comme ça a pu être dit d'ailleurs par vous. À partir de cette sensibilisation, qui peut être faite par un mercredi de l'AFT, qui est un webinaire qu'on met à disposition des entreprises, mais qui pourrait être fait par de très nombreux canaux. Finalement, il y a des MOOC, il y a tout un tas d'acteurs qui sensibilisent, qui font ce travail de pédagogie sur la RSE. Après, on rentre vraiment dans une approche méthodologique avec un besoin d'outils.
Et la phase suivante, c'est le fait de poser un diagnostic, de quoi on parle. Et comme ça a été dit aussi, il n'y a pas d'entreprises qui ne font absolument rien. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites dans les entreprises du transport, mais le fait de poser un diagnostic va permettre de quantifier là où il y a une marge de manœuvre, là où on est attendu par les parties prenantes, parce que poser un diagnostic, c'est aller chercher les parties prenantes de l'entreprise, qui peuvent être autant les collaborateurs que les clients, les fournisseurs, tout cet écosystème qu'on se crée, qui existait, mais qu'on va structurer pour qualifier, en fait, pour l'améliorer. Et parce qu'on a identifié finalement des axes de travail avec nos parties prenantes, on va pouvoir travailler enfin sur la partie plan d'action, stratégie, piloter finalement les démarches RSE avec toute une bibliothèque de fiches conseils. Donc on a plus de 200 actions qui sont listées aujourd'hui dans nos outils. On continue de les développer, c'est-à-dire qu'on se nourrit aussi des entreprises, des partenaires, de la veille qu'on réalise depuis plus de 3 ans sur ces sujets pour essayer de voir comment d'autres acteurs économiques se sont lancés sur ces actions et sur tous les sujets finalement. Et donc la difficulté, c'est de faire en sorte que ces outils-là permettent à n'importe quel acteur, quelle que soit sa taille, quel que soit son secteur d'activité, parce qu'il y a aussi le transport et la logistique. On dit souvent qu'on choisit un secteur d'activité, on ne choisit pas forcément la logistique. Finalement, on fait de la logistique au service d'une activité, de tout un tas de tout un écosystème finalement. Et on a essayé de faire en sorte qu'on puisse comparer des actions sociales, environnementales, économiques et les mettre dans un même prisme de lecture pour faciliter aussi le fait que la RSE va se caler par rapport à des opérations existantes. La dernière phase, peut-être la plus importante, parce que c'est l'objectif, c'est la ligne de mire que doit avoir l'entreprise quand elle met en place sa démarche RSE, c'est comment elle souhaite valoriser. Il y a des entreprises qui vont pouvoir travailler sur des axes principalement sociaux, sociétaux, l'attractivité de l'emploi, l'inclusion sous toutes ses formes, parce que c'est un enjeu vraiment crucial sur l'activité transport. Là, on a parlé de la pénurie, on a parlé de la pyramide des âges, tous ces enjeux-là sont intrinsèques à la filière. Et donc, ça peut être une priorité. Et c'est pas du tout un problème. Ça va donner le temps à l'entreprise de se structurer pour aller chercher ces 3 piliers, mais en bonne intelligence par rapport à sa stratégie globale. Et pour ceux qui ont peut-être plus d'avancement, plus d'engagement et cette lecture transverse avec des équipes déjà constituées sur le plan de la RSE, ils ont cette force de pouvoir aller finalement sur les 3 piliers en même temps, mais tout en distribuant intelligemment les missions au sein des effectifs pour pas donner ça comme un projet qui serait isolé de la stratégie. Alors du coup, nous, ce qu'on propose aux entreprises avec cette méthodologie éthique, finalement, c'est des kits outils qui vont venir rejoindre ces 3 grandes phases, enfin les 3 grandes phases opérationnelles, j'entends, c'est-à-dire qu'il y a la partie sensibilisation et après on passe à la partie opérationnalisation de la démarche RSE. Et donc on a un appui méthodologique pour structurer un petit peu, pour mettre à disposition des outils. Il y a différentes façons de poser un diagnostic en fonction de si on dispose ou non des ressources humaines. Lancer un entretien, lancer un questionnaire interrogeant les différentes parties prenantes, ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Il faut analyser les résultats, il faut les décliner en action. Et donc, on a structuré tout ça avec des fiches conseils qui vont permettre d'accompagner concrètement les entreprises. Et ça se retraduit de manière très simple finalement, avec un outil central qui va être le copilote RSE, où vous allez pouvoir piocher dans des actions qui vont pouvoir répondre à votre stratégie, qui vont vous permettre de choisir en conscience comment vous voulez aller vers de la RSE et sur quel sujet, et en même temps pondérer finalement ces actions pour pouvoir à peu près avoir un ordre de grandeur de est-ce que, on a parlé de greenwashing, justement c'est très important de se dire est-ce que quand je me lance dans de la RSE et que je commence à en parler, est-ce que je suis crédible et est-ce que je suis vraiment suffisamment transverse pour pouvoir dire en fait j'ai mené des actions qui ne sont pas des actions à la marge. Sur le secteur des transports, on a tous en tête la décarbonation et donc l'activité transport, mais pour autant il y a tous ces enjeux sociaux, de sécurité, d'inclusion, de reconnaissance de l'utilité sociale du secteur qui sont vraiment cruciaux. Donc, on a aussi travaillé sur ces sujets-là. Et puis, donc, on a quelque chose qui s'efforce d'être très, très visuel, avec aussi une sorte de reconnaissance des acteurs de la RSE de l'entreprise. Parce que, historiquement, il y a quand même la culture du changement qu'il faut accompagner dans n'importe quelle structure. Et c'est vrai que ces référents RSE, potentiellement, on se dit, ils arrivent dans un environnement où il y a déjà tout un tas de pratiques professionnelles, donc il y a des experts sur tout un tas de thématiques, et donc il va falloir aller les chercher, les convaincre et les accompagner dans la transformation sans être perçus comme une fonction qui serait trop support ou trop en décalage avec les opérations. Donc valoriser ce que font les référents RSE, ça nous a paru important, donc on a quelques visuels qui permettent aussi de structurer tout ça. Et enfin, et ça c'est vraiment l'approche vraiment la plus importante dans ce projet éthique qu'on a voulu mettre en avant, c'est que
tout comme vous, en fait, quand vous l'avez décrit, cet écosystème sur lequel l'entreprise va construire sa démarche RSE, nous, à AFT, on a vu ETIC comme une démarche de l'écosystème global de la branche des transports. C'est-à-dire qu'on a besoin des entreprises, bien sûr, parce que c'est vous qui êtes le moteur de l'économie sur cette transformation globale, mais on a besoin des organisations professionnelles pour faire du plaidoyer, pour faire prendre conscience à tout le réseau des entreprises de l'importance de la RSE par rapport à l'activité et dans la durée. On a besoin des associations professionnelles en région pour faire de l'accompagnement en proximité, pour faire de la facilitation à la proposition de ces différents sujets. Et puis, bien sûr, des institutions publiques alors après, dans un second temps, parce qu'on travaille aussi beaucoup sur les compétences, la transformation des entreprises, donc les organismes de formation qui vont pouvoir aussi nous accompagner sur un autre volet. Un ou deux mots sur cet outil éthique. Qu'est-ce que vous en pensez, Olivia? Alors, l'outil éthique, donc nous commençons à travailler sur l'outil depuis à peu près 2 mois. Concrètement, c'est un outil qui nous permet vraiment de cadrer, de structurer la démarche. C'est toujours difficile quand on parle des RSE de pouvoir avoir une visibilité de l'impact de chaque action. Et concrètement, c'est vrai que cet outil-là permet d'avoir notamment cette notation, mais cette évaluation de l'action. Exactement, de dire, cette action a tel impact sur la stratégie RSE du groupe. Et au moins de se dire, comment on va prioriser nos actions en fonction de la stratégie que l'on souhaite mettre en place. Dorothée ? Je pense que la RSE peut faire peur. Le fait d'avoir un outil et des méthodologies va rassurer, notamment les petites structures. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas engager une transformation sans la mesurer. Donc ça va également nous permettre de mesurer les avancées. Et on sait qu'après, ça fait boule de neige. C'est-à-dire que quand on voit que les petites actions portent leurs fruits, on peut aller sur de plus grosses transformations. Donc je pense que c'est indispensable. Ariel ? Oui, il faut des outils. Je pense qu'il a l'avantage d'être simple, pédagogique, pour s'adresser à tout type d'entreprise. Je pense principalement aux petites, parce qu'on est dans un monde avec beaucoup de petites entreprises. Les grandes entreprises, elles se sont dotées d'outils déjà depuis pas mal de temps, des fois très contraignants. Donc, bienvenue à ETIC. Valérie, oui. Une chose très importante, comme je suis transporteur, comment j'adhère à ETIC? Alors, tout simplement, en contactant les délégations régionales de l'AFT, il y a une délégation régionale sur le territoire français, donc on les contacte et effectivement, les délégués régionaux de l'AFT et les équipes régionales dans leur globalité peuvent aller dans les entreprises, leur présenter l'outil et nous allons mettre très prochainement en place un accompagnement beaucoup plus important pour que les entreprises, effectivement, qui en ont besoin, les plus petites, mais pas que, puissent s'imprégner de ce dispositif et faciliter la prise en main. Donc, que les entreprises n'hésitent pas à prendre contact avec nous. Bon, en tout cas, je pense qu'on aura l'occasion, avec notamment l'AFT, de revenir sur ce thème de la RSE. Vous avez vu, on a même dépassé le temps, en tout cas, mais en tout cas, c'était très riche. Merci à vous cinq, en tout cas, d'avoir justement partagé, nourri, enrichi ce live. Et merci donc à vous tous de nous avoir suivis sur LinkedIn. Et on vous donne rendez-vous très bientôt avec l'AFT, donc pour un nouveau live. À bientôt.